Bienvenue à nouveau. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de l'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson. Ma première question pour vous, Larry, est la suivante. Les États-Unis ont attaqué des infrastructures en Iran. Ils continuent de monter les échelons de leur propre escalade, en annonçant maintenant qu'ils viseront les centrales électriques. À ce jour, ils ont frappé 6 ponts et l'Iran a riposté. D'après le Koweït, il y a eu des attaques contre des infrastructures sur son territoire. Ils affirment que l'Iran a déjà touché une centrale électrique. Et il y a aussi maintenant des informations selon lesquelles l'Iran aurait annoncé que 5 ports seraient attaqués dans le Golfe, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, au Koweït et au Qatar, ainsi qu'en Arabie saoudite, en représailles à l'incident de Chabahar, où les États-Unis ont frappé le port et fait s'effondrer la tour. Alors, Larry, pouvez-vous évaluer l'efficacité des frappes américaines et nous dire quel est, selon vous, l'objectif final, sachant que l'Iran dispose lui aussi de ses propres cibles? Eh bien, c'est là tout le problème. Ce serait une chose si c'était à sens unique, si les États-Unis pouvaient mener des attaques et que l'Iran ne puisse pas ou ne veuille pas répondre. Mais ce n'est pas le cas. L'Iran, c'est un territoire bien plus vaste et les États-Unis ont des moyens militaires limités. Certains se disent peut-être c'est absurde, mais la réalité, c'est que non. Chaque jour où ils tirent un missile Tomahawk, JASSM ou ARM, ils puisent dans un stock fixe de ces armes. La chaîne de production, le système industriel, n'est pas en place pour les remplacer, du moins pas avant un bon moment. Et la possibilité de les reconstituer rapidement est encore plus faible, parce qu'ils dépendent de terres rares fournies par la Chine, et la Chine refuse d'en livrer aux États-Unis. Donc voilà, les États-Unis frappent ces cibles. Ils partent du principe, ou plutôt ils espèrent qu'ils vont infliger à l'Iran suffisamment de dégâts économiques et matériels pour qu'il ne puisse plus continuer à se battre. Mais ça, selon moi, c'est une erreur d'analyse. Est-ce qu'ils peuvent causer des dégâts à l'Iran? Oui, bien sûr. Mais l'Iran, de son côté, inflige encore plus de dommages aux États-Unis. Et on le voit déjà, il y a en gros 9 bases concernées. 2 au Koweït, une base aérienne et une base terrestre. 2 à Bahreïn, là aussi, une base aérienne et une base terrestre. 1 au Qatar, la base aérienne d'Al-Udeid. On en est donc à 5. Il y en a une autre aux Émirats arabes unis, l'aérodrome d'Al-Dafra, ça fait 6. Il y a aussi une installation navale à Oman, à Duqm, qui a été touchée, ça fait 7. Et enfin, il y a 2 bases aériennes en Jordanie. C'est de là que les avions de combat américains décollent. That don't help the carrier view. Donc ça fait 9 cibles fixes, juste là. C'est tout ce que l'Iran a avisé. L'Iran n'a pas besoin de chercher des cibles. Ils n'ont pas besoin d'envoyer des analystes pour se demander où est ce trou sur le flanc de la falaise, quelles sont les coordonnées, pendant qu'ils essayent de détruire des missiles de défense côtière enterrés dans des grottes tout le long du détroit d'Ormuz. C'est un défi très difficile. L'Iran, lui, n'a pas ce problème. Tout ce qu'il a à faire, c'est de frapper ces bases, ces 9 bases, encore et encore, jour après jour. Et j'estime que s'il continue comme ça, d'ici la fin de la semaine prochaine, ces bases seront inhabitables et les États-Unis ne pourront plus y maintenir aucune présence. Il y a aussi d'autres cibles. Fujairah, le terminal d'exportation de pétrole des Émirats arabes unis, qui aurait été touché et mis hors service. Il y a une autre raffinerie de pétrole aux Émirats arabes unis. J'ai entendu des versions différentes. Certains disent qu'elle a été fermée, d'autres qu'elle pourrait l'être. C'était une source majeure d'approvisionnement en carburant pour avions pour les États-Unis. Les Iraniens ont riposté à la destruction de ponts survenus dans la nuit de jeudi à vendredi en Iran, en frappant le pont qui relie l'Arabie saoudite à Bahreïn. On n'a pas encore de rapport sur l'ampleur des dégâts, mais je pense qu'ils sont importants.
Ils auraient aussi détruit une usine de dessalement au Koweït. Le Koweït et Bahreïn, d'ici la fin de la semaine prochaine, si les choses continuent à ce rythme, deviendront inhabitables. Les populations devront commencer à fuir. Elles n'auront plus de climatisation, peut-être plus d'eau potable, et les infrastructures essentielles ne permettront plus la vie dans ces endroits. En réalité, l'Iran a l'avantage dans cette situation. Les États-Unis, en cherchant à étendre leurs frappes, ne feront qu'inciter davantage l'Iran à élargir ses propres opérations. Des membres du Parlement iranien ont déjà déclaré, publiquement la semaine dernière, que de nouvelles attaques américaines entraîneraient la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge, et que l'Iran réexaminerait sa doctrine nucléaire. Or, quand la doctrine actuelle dit « nous ne construisons pas d'armes nucléaires », un réexamen veut dire une seule chose, ils vont en construire, et qu'ils se retireront du traité de non-prolifération. Quand on verra le Parlement prendre ces mesures, on saura que l'Iran a pris la décision de fabriquer une arme nucléaire. Je voulais avoir ton commentaire, Larry, sur ce rapport faisant état d'une attaque surprise en Syrie, menée par l'Iran. D'après Sputnik, l'Iran aurait lancé cette frappe de représailles contre un centre de commandement américain en Syrie, affirmant que les gardiens de la Révolution avaient visé un centre des opérations spéciales américaines dans la région d'Al-Tanf, en réponse à des attaques des États-Unis. Les radars, plusieurs hélicoptères des forces spéciales et un grand nombre de militaires auraient été détruits sur place. La base d'Al-Tanf, c'est ce poste stratégique situé à la jonction des frontières de la Syrie, de la Jordanie et de l'Irak. Mais le CENTCOM a démenti, Larry, en disant que les affirmations de l'Iran sur la mort de soldats américains en Syrie sont fausses. Et cela, après que l'Iran a déclaré ne pas l'avoir fait. Ce n'est pas la première fois. Plus tôt cette semaine, l'Iran a aussi frappé une importante base militaire américaine, au Koweït, avec un drone. L'attaque a été filmée, on y voit un rassemblement de soldats américains, et l'Iran a affirmé qu'il y avait eu des victimes. Les États-Unis, eux, n'ont ni confirmé, ni démenti. Qu'en pensez-vous? Et peut-être que vous pouvez enfiler votre casquette du renseignement pour nous aider à comprendre. Quelle est la vérité ici? Est-ce que les États-Unis cherchent à dissimuler quelque chose? Et quelle est la portée de cette attaque, surtout en Syrie, une cible que l'Iran a rarement frappée pendant cette période de guerre avec les États-Unis? Eh bien, Al-Tanf a été frappé, je crois que c'était il y a un an, peut-être un an et demi. 2 soldats qui étaient affectés là-bas ont été tués. Donc ça ne m'a pas surpris qu'il y ait eu une nouvelle attaque de la part de l'Iran. Je pense d'ailleurs que le rapport iranien est plus précis que celui des États-Unis. Concernant la destruction du matériel ou les pertes humaines, les Américains sont plutôt efficaces pour mettre leur personnel à l'abri quand ils savent qu'une attaque est en approche. Ils ont sans doute eu le temps de sécuriser leurs gens. Mais vous savez, cette guerre est en train de s'étendre et l'Iran ne se retient plus. Jusqu'à il y a environ 2 mois, les États-Unis pouvaient encore opérer sur certaines de ces bases. Mais l'Iran a maintenant pris la décision que les États-Unis ne resteront pas sur ces bases. L'objectif de l'Iran, depuis le début, c'est de forcer les États-Unis à quitter le Golfe. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils le font sur le plan militaire. Ils vont rendre ces bases inutilisables. Imaginez, vous vivez dans une rue et quelqu'un brûle votre maison ou fait exploser la moitié de votre maison. Vous avez 2 choix. Soit vous reconstruisez pour rester, soit vous partez ailleurs. Eh bien, les États-Unis n'ont pas les moyens financiers pour reconstruire, et ces endroits restent vulnérables à de nouvelles attaques. Donc la seule autre option, c'est de se déplacer ailleurs. Et c'est ce que les États-Unis vont devoir faire.
Oui. Et on entend maintenant, Larry, des informations selon lesquelles, malgré ce que tu disais, que l'Iran est capable de riposter, et même, comme tu l'as décrit, de riposter plus fortement que les États-Unis en choisissant ses cibles. Il y aurait des rapports indiquant que Trump ordonne l'envoi de nouveaux avions ravitailleurs vers Israël. Ce serait en préparation, selon Axios, même si bien sûr il faut prendre ça avec des pincettes, d'une offensive massive à venir. Quelle est la signification du fait que les États-Unis augmentent le nombre d'avions ravitailleurs envoyés en Israël? Israël n'a pas, du moins directement, participé aux frappes contre l'Iran jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se prépare? On parle de frappes nucléaires, de frappes sur des centrales électriques. Qu'est-ce qui pourrait être en train de se tramer? Oui, eh bien, c'est la prochaine étape qui va tomber. Si les États-Unis essayent d'élargir ça et qu'Israël devient un acteur majeur là-dedans, Israël va être touché. Et vous savez, pardonnez-moi, est-ce qu'on a parlé de Beto au début de l'émission? Non, pas encore. J'en ai fait tellement aujourd'hui que tout commence à se mélanger. J'ai pas envie de devenir un de ces vieux types qui se répètent sans arrêt. D'accord, oui, on a déjà entendu ça. Alors, en 1993, et il faut rendre crédit à Kevin Wamsley du magazine Inside China Business pour avoir rapporté cette histoire, les Chinois dépendaient des satellites GPS américains. Vous savez, ces satellites de positionnement global qui peuvent vous dire où vous êtes, n'importe où dans le monde. Et quand la CIA américaine a signalé qu'un navire chinois était soupçonné de transporter des armes de destruction massive, les États-Unis ont essayé de l'intercepter. Les Chinois avaient pris le large et du coup, les Américains ont coupé le GPS. Le navire n'avait donc plus de signal, il ne savait plus où il se trouvait. Il a dû se débrouiller à l'ancienne avec une boussole et un sextant. De cette expérience, les Chinois ont tiré une conclusion très claire. D'accord, on ne peut plus dépendre des États-Unis. Alors, ils ont créé leur propre système de satellites de positionnement mondial, une alternative appelée Beidou. Et Beidou s'est révélé plutôt efficace. Ce que Kevin a souligné, et que je n'avais pas réalisé mais qui maintenant paraît logique, c'est que pendant la guerre de 12 jours, en juin, l'Iran utilisait encore le GPS américain. Et là, surprise, vous allez être étonné d'apprendre que la CIA avait la capacité de pirater le système GPS et de faire croire aux missiles iraniens qu'ils se dirigeaient vers la position A, alors qu'en réalité, ils étaient détournés vers la position B, ce qui voulait dire qu'ils allaient exploser dans le désert, sans blesser personne. Un certain nombre de missiles iraniens n'ont en fait pas atteint leur cible. La raison, c'est qu'ils étaient trompés par le GPS américain. Au début de cette guerre, l'Iran était passé au système Beidou. Et maintenant, les Iraniens frappent avec une très grande précision chaque objectif. Ce qui veut dire qu'ils vont toucher avec encore plus de précision toutes leurs cibles en Israël. Israël n'a donc plus, même en théorie, la possibilité de se protéger en interférant avec le GPS. Et on a vu une réaction assez étonnante en Israël, lundi ou mardi, quand le ministre des Transports est sorti publiquement pour dire à tous ses avions ravitailleurs « Sortez de Ben Gurion, partez d'ici », en gros parce que leur présence faisait d'eux une cible. Et puis j'imagine que Bibi a reçu quelques coups de fil furieux de Pete Hegseth et de Donald Trump. Du coup, les Israéliens ont changé de position. Mais c'est bien là que tout ça se dirige. Si les avions ravitailleurs arrivent et qu'ils essayent de lancer une offensive massive contre l'Iran, l'Iran va s'en prendre à ses ravitailleurs à Ben Gurion. L'aéroport Ben Gurion deviendrait une cible. Je ne serais pas surpris que le site nucléaire de Dimona, dans le Negev, devienne lui aussi une cible. L'Iran ne plaisante pas. L'Iran réagit avec force et d'une manière à laquelle,
franchement, les États-Unis et Israël ne pourront pas suivre. Oui. À ce propos, Larry, peut-être que tu pourrais nous aider à mieux comprendre et à faire un petit point sur cette question dont tu parlais tout à l'heure, à propos de ce qu'il reste aux États-Unis dans leur arsenal. Parce que j'ai remarqué, même rien que ces dernières 24 heures, avec les frappes à Bahreïn par exemple, j'ai vu une demi-douzaine, voire plus, d'intercepteurs de défense aérienne être lancés pour tenter de contrer un seul missile ou drone iranien. Du coup, je me demande ce que tu sais de ce qui reste aux États-Unis, à la fois sur le plan offensif et entre guillemets défensif, si on peut les appeler comme ça, en ce qui concerne les intercepteurs de défense aérienne. Bon, parlons du PAC. Si ce sont bien des missiles PAC-3 tirés par les systèmes Patriot, les États-Unis ont probablement maintenant moins de 600 missiles PAC-3 dans tout leur stock. Peut-être même encore moins. Donc oui, ils peuvent en tirer pour l'instant, mais ils vont finir par en manquer. C'est pareil pour les THAAD, les stocks sont très très limités. En fait, les États-Unis ont un vrai problème d'approvisionnement, un peu partout. Le HIMARS, lui, c'est un système de lancement, une plateforme. Ce n'est pas un missile. Il peut lancer 3 types de missiles. L'un d'eux s'appelle le système de roquettes à lancement multiple depuis le sol, le GMLRS, je crois que c'est bien son nom. Sa portée n'est que d'environ 30 km. Bon, si on place ça au Koweït ou à Bahreïn, eh bien ça ne peut pas atteindre l'Iran. Ensuite, il y a les missiles Attack-MS. Le problème avec les Attack-MS, c'est qu'ils ne vont qu'à environ 290 km. Et la distance entre Bahreïn et Bandar Abbas, c'est un peu plus que ça. Donc en gros, même ces Attack-MS atteignent à peine les côtes iraniennes. Du coup, il faut utiliser le missile de frappe de précision. Mais d'après les sources ouvertes, Lockheed Martin n'en aurait produit qu'une cinquantaine en 2026. 56, pour être précis. Ce n'est pas suffisant pour soutenir une campagne. Et en plus, il y a aussi des pénuries de Tomahawk, de JASSM et de missiles ARM. En fait, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis n'ont pas un grand stock de ces missiles. Ils les utilisent à un rythme de plus en plus rapide et ils ne peuvent pas les reconstruire ni les remplacer parce que la chaîne d'approvisionnement dépend des terres rares qui viennent de Chine, surtout des aimants, et la Chine les retient. Les États-Unis sont dans une impasse. Plus ils continuent à lancer des missiles sur l'Iran, moins ils en auront pour faire face à la Russie ou à la Chine. Et du point de vue russe et chinois, c'est tout bénéfice. Ils vont encourager ça. Ils vont pousser l'Iran à tenir bon, à encaisser tous ses coups. Mais au final, les États-Unis se retrouveront à court. En pratique, ils se seront désarmés eux-mêmes. Et Larry, on entend dire que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres pays de la région essayent maintenant de contourner le détroit d'Ormuz. Apparemment, c'est parce que les États-Unis ont déclaré une sorte de guerre ouverte à l'Iran et poursuivent leurs frappes sans qu'on voie la fin. Je voulais d'abord te demander, puisque tu viens de décrire les armes et l'arsenal sur place, qu'est-ce que les États-Unis tirent en ce moment? On a l'impression que les frappes sont plus limitées, en tout cas moins nombreuses, par rapport à la période du 28 février. Et alors, qu'est-ce qui empêche l'Iran de frapper directement ces oléoducs que les Émirats, l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe considèrent comme leur plan de secours pour éviter que le détroit d'Ormuz ne devienne un passage gratuit, une sorte de péage libre, où ils pourraient à la fois participer à la guerre et continuer à faire passer leur pétrole? Non, les oléoducs ne sont pas une solution. Ils ne seront même pas fonctionnels, ni vraiment pertinents, avant au moins 5 ans. Donc ça n'arrivera pas.
L'Iran garde un contrôle total sur le détroit d'Ormuz. Et il est en train de créer, en fait, un vrai problème économique mondial. On l'a vu aujourd'hui, la bourse est en train de chuter. Pour deux raisons. D'abord, la guerre en Iran. Ensuite, la hausse du prix du pétrole. Alors forcément, plus la bourse baisse, plus la pression va monter sur Trump pour qu'il mette fin à tout ça. Et maintenant, il y a une pénurie mondiale de carburant, d'aviation et de diesel qui est déjà intégrée dans le système. On ne pourra pas régler ça avant au moins 4 mois. Et quand je dis qu'on ne peut pas le régler, je veux dire que même si on rétablissait demain le flux complet du pétrole du Golfe Persique à son niveau normal, il faudrait attendre jusqu'au 1er novembre pour que les approvisionnements reviennent et que les raffineries rattrapent ces pénuries. Parce que les raffineries qui produisent principalement du carburant d'aviation et du diesel ont besoin de brut acide, c'est-à-dire du brut à forte teneur en soufre. Et j'entends des gens dire « Oui, mais on peut le faire aussi avec du brut doux. » Oui, je sais, d'accord? Et à ceux qui écrivent ça, taisez-vous, d'accord? Je le sais. Mais il faut regarder la réalité en face. La réalité, c'est qu'on n'a pas beaucoup de raffineries capables de traiter du pétrole brut léger pour produire de l'essence et du diesel. La plupart sont conçues pour le brut lourd, le brut dit sourd. Pourquoi? Parce que ce brut-là était généralement moins cher. Et les compagnies pétrolières, surprises, pouvaient gagner plus d'argent en raffinant ce type de pétrole. Et oui, un incitatif financier, incroyable, non? C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une vraie pénurie. L'offre de brut lourd a chuté de 25% à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas comme si on pouvait simplement pomper davantage au Venezuela, au Mexique ou au Canada pour compenser. Ce n'est pas possible. C'est ça que les gens doivent comprendre. Oui, mais qu'est-ce que les États-Unis tirent en ce moment? De quoi vont-ils exactement manquer bientôt si ça continue comme ça? Chaque jour, le CENTCOM annonce des dizaines de frappes. Parfois, ils disent que ça monte jusqu'à 90 ou plus par nuit. Parfois en plusieurs vagues, qui au total tournent autour de ce chiffre. Alors, les États-Unis tirent quoi et depuis où? Je sais qu'il y a eu des rapports disant que des attaques de HIMARS sont lancées directement depuis des rampes de tir au Koweït et à Bahreïn. Souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos des HIMARS. Les HIMARS, c'est un lanceur. Ils ne tirent pas des HIMARS. Les HIMARS lancent des missiles et il n'y a qu'une seule catégorie de missiles qu'ils peuvent tirer. Il en reste probablement moins d'une vingtaine. Donc oubliez ça, c'est pas pertinent. D'accord. Alors, qu'est-ce que les États-Unis vont utiliser si on a l'impression que Trump prévoit une guerre longue? Qu'est-ce qu'ils vont vraiment mettre en œuvre? Et à quel moment est-ce que les choses vont devenir concrètes? Eh bien, c'est déjà le cas en ce moment. Et c'est bien là le problème. On a des Tomahawk et des JASSM qui, je pense, ont été les principales armes tirées depuis les F-35 ou les F-16. Mais ces stocks commencent à manquer. Au début de cette guerre, il y avait environ 3000 Tomahawk et les États-Unis en ont tiré plus de 400, rien que pendant la première semaine. Donc il en reste à peu près 2600. Mais il faut se rappeler que le CENTCOM n'est pas le seul commandement concerné. Il y a aussi l'Indo-PACOM, le commandement du Pacifique et le commandement européen. Eux aussi ont besoin de ces armes. Les États-Unis pourraient donc utiliser un Harpoon. C'est une arme ancienne, dépassée, mais elle reste utilisable. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas de stock suffisant de leurs armes les plus modernes. Ces stocks s'épuisent, et quand ils s'épuisent, il n'y a pas de remplacement. C'est ça que les gens doivent comprendre. Et maintenant, dans un développement lié à tout ça, Larry, pour conclure,
on a Donald Trump qui parle d'un nouveau China Gate pour remplacer le Russia Gate. Il affirme que l'élection de 2020, celle où il a perdu face à Joe Biden, aurait en fait été influencée par la Chine. Et ça arrive à un moment assez particulier, alors que les États-Unis sont empêtrés dans cette guerre contre l'Iran et la Russie. De nouveaux rapports du Pew Research Center montrent que le monde voit désormais la Chine plus favorablement que les États-Unis. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Et comment ça s'inscrit dans tout ce désordre dans lequel les États-Unis se sont mis avec l'Iran? C'est l'une des choses les plus folles que j'ai jamais vues Donald Trump faire. Hier soir, il n'a présenté pas la moindre preuve que la Chine aurait réellement manipulé des votes en faveur de Joe Biden. Pas une seule preuve. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Cette histoire absurde sur la Chine qui aurait manipulé ou interféré dans notre élection. Les seuls qui ont manipulé et interféré dans l'élection de 2020, ce sont les démocrates. Écoutez, ça fait longtemps que je dis que l'élection a été volée à Donald Trump. Donc personne ne peut m'accuser d'être anti-Trump, ni de dire que Trump est fou à cause de ce qu'il a fait hier soir. Mais l'élection de 2020 a été volée à l'ancienne. Les bulletins qui avaient été imprimés à Long Island, dans l'État de New York, dans un atelier d'impression, ont ensuite été envoyés à un centre postal. Rappelez-vous, ces bulletins étaient dans des enveloppes de première classe, mais au lieu d'être traités dans un centre postal de première classe, ils ont été placés dans un centre de traitement en gros, ce qui va à l'encontre des protocoles de la Poste. Et je le sais parce que mon associé est celui qui a mené les entretiens avec les différents employés de la Poste, ainsi qu'avec le chauffeur du camion qui a transporté ces bulletins. Vous savez, ce n'était pas juste un rapport isolé. Il avait effectué plusieurs livraisons de ces bulletins préimprimés avec le nom de Joe Biden déjà indiqué comme président. Et tout ça a été envoyé dans plusieurs États, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin. Et puis en Géorgie, c'était la même chose. C'était du bourrage d'urnes, tout simplement. Ça n'avait rien à voir avec la Chine. Et pourtant, voilà Trump qui essaye encore de créer des tensions avec la Chine. Les Chinois ont réagi aujourd'hui. Ils ont qualifié cette accusation de diffamatoire. Je crois que c'était le mot le plus aimable qu'ils ont utilisé. Ils ont dit que c'était inventé, diffamatoire et fabriqué, ce qui est exactement le cas. C'était une tentative, pour une raison ou une autre, de la part de Trump, d'aggraver les relations avec la Chine. Ah, génial. Oui, allons énerver encore un peu plus la Chine à un moment où on a besoin de leurs terres rares et qu'ils nous disent déjà d'aller nous faire voir. Brillant, Trump, vraiment brillant. Oui. On dirait que plusieurs fronts s'ouvrent, Larry. Et pas seulement du côté de la guerre avec l'Iran ou du facteur Arabie Saoudite-Yémen. Il semble aussi que les États-Unis regardent vers Cuba et qu'ils relancent maintenant certaines choses. Je veux dire, l'affaire China Gate est un développement important parce qu'on se souvient de Russia Gate avec les démocrates. Ça avait accéléré l'agressivité des États-Unis envers la Russie sous plusieurs formes. Ce n'était pas seulement tout le reste, très négatif pour la population, disons la répression, la propagande de guerre froide incessante. Mais on a aussi vu les États-Unis devenir plus agressifs dans leur politique étrangère à cause de ça. Alors, quelles sont tes dernières réflexions sur la situation actuelle? Eh bien, Trump, je pense qu'au début de son mandat, il voulait être le président de la paix. Mais au lieu de ça, il fait passer Genghis Khan pour Mahatma Gandhi. En gros, il sème le chaos partout dans le monde, provoquant la mort et la destruction où qu'il aille. Et vous savez, 2026 sera, avec le recul, considéré comme un moment charnière de l'histoire mondiale,
celui où l'Iran a vaincu la superpuissance, les États-Unis, et où l'Iran est devenu la puissance dominante du Golfe Persique. Et ces autres pays, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, ils vont devoir s'allier à l'Iran, ou bien ils seront détruits. Oui, et on dirait que les vents actuels soufflent, malheureusement, vers la destruction dans ce domaine. Bon, Larry, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Assurez-vous de suivre Sonar 21 et tout le travail de Larry qu'on peut y trouver, ainsi que Transition Protocol. Transition Protocol, oui. Tu veux dire quelque chose à ce sujet avant de partir? Eh bien non, le protocole de transition. En fait, je pense que Pepe et moi, on va faire une sorte d'émission spéciale aujourd'hui. D'après ce qu'on sait, il est très probable que l'Iran revienne sur sa politique concernant les armes nucléaires, et ça pourrait arriver d'ici 2 semaines à peine. On verra bien.